parce que moi-même actuellement donc, je suis en justice et paix, mais une nouvelle donne qui est de prendre en main aussi en justice et paix la formation des jeunes. Quand dans nos dialogues, à travers 3 réunions différentes, la possibilité d'un projet à total d'une école professionnelle pour commencer à former des jeunes surgissait, et que moi je leur ai dit, nous, à Mbondji, après le péage, on a un terrain de 6 hectares et quelques, c'est prévu un grand centre professionnel pour la formation des jeunes, etc. Total a saisi l'occasion pour dire, ça nous intéresse. Mais ça viendra quand il viendra. Maintenant, où est la question? Et la question, c'est qu'il faut commencer immédiatement avec ces jeunes-là à les former. Il ne faut pas attendre longtemps parce qu'ils veulent. Je dis, déjà, nos élèves de l'école professionnelle, du centre professionnel Don Bosco, qui passent 3 années en soudure ou 3 années en électricité, etc., doivent passer après un label de qualité pour entrer dans certaines sociétés. Mais aujourd'hui, on ne rentre pas dans ces sociétés comme ça en regardant le ciel. Donc, le respect de la terre, ça, je pense que pour tous ceux qui ont vécu dans les villages, il faut faire tout le possible pour qu'il y ait les meilleures conditions de vie. Je ne sais pas si les jeunes veulent rester encore à cultiver la terre, mais s'ils ne veulent pas rester, qu'ils veulent venir en ville et qu'ils sont de ces villages, il faudra rien qu'ils se mettent dans la tête que sans formation, on ne peut rien faire. Et qu'aujourd'hui, on a des possibilités de partenariat aussi à travers Justice et Paix, pourquoi pas, mais aussi avec des entités étatiques pour la formation professionnelle. Et que dans tous ces domaines, beaucoup de problèmes qui sont en train d'être traités concernent aussi pour l'avenir des jeunes la formation professionnelle. Donc je pense que ce n'est pas uniquement l'école primaire ou autre, non, si les jeunes veulent rester dans des zones qui vont s'industrialiser aussi, il faut aussi qu'on donne la possibilité de se préparer et qu'eux, ils acceptent aussi de se préparer. Merci. Je vous remercie. Je m'appelle M. Elobi Donatien, département de la santé au Kulou. Bon. J'ai seulement 2 préoccupations. D'abord, je tiens d'abord à féliciter la commission justice et paix par rapport aux informations qui sont en train de recueillir sur le terrain. Parce que moi, je suis de domaine de l'hygiène, mais ce n'est pas facile pour avoir les informations comme ça. Bon, deuxièmement, je voudrais d'abord faire une petite proposition. Je sais qu'il y a un problème de moyens. Bon, je me suis dit, ce que la commission justice et paix est en train de faire là, ce sont des stratégies pour pouvoir chercher à résoudre certains problèmes au sein de la population. Bon, est-ce que par rapport à cela, est-ce qu'ils peuvent parler encore plus loin? Mais je ne sais pas s'ils ont fait, c'est-à-dire pour pérenniser cette action-là, créer au moins une émission à la radio qui de temps en temps passera, parce que je suis sûr qu'ils sont tentés de chercher les stratégies, les moyens, mais en tout temps, les grandes solutions, ce n'est pas eux, ce sont les décideurs. Et il faudra qu'en permanence, au moins, ces décideurs puissent toujours avoir des informations, soit à leur portée au niveau des yeux ou bien au niveau des oreilles, pour pouvoir être donc interpellés. Et sinon, on risquera donc d'être toujours là et de partir à gauche, à droite, sans pourtant trouver les solutions non efficaces. Et s'ils peuvent avoir des moyens pour pouvoir pérenniser cette action-là, en créant soit des émissions donc à la radio et en définissant donc les programmes, ou bien par rapport aux besoins, ce qu'ils veulent, tout un tas de choses, pour que, en tout temps, j'ai suivi donc un orateur ici, pour qu'on puisse leur revenir, oui, le docteur Mambo, pour qu'on puisse leur revenir en aide, et tout cela, dans chaque instant, ça pouvait peut-être rapporter aussi quelque chose. Bon, je ne sais pas s'ils ont fait un problème de moyens aussi. Bonjour. À savoir le docteur Mambo. Bien. Comme il a dit, je crois que par sa voix, nous semblons comprendre que les conseillers ont peut-être changé de manière de voir les choses et de les traiter. Parce qu'avant de constater en tout temps, nos élus locaux, qu'il s'agisse des conseillers ou des députés, c'est des gens qui agissaient et réfléchissaient selon la température de leur parti politique. Ils n'allaient pas là-bas comme étant des délégués du peuple. C'est des gens qui allaient pour faire de la politique de leur parti politique. Mais si seulement monsieur le docteur peut me dire maintenant qu'à part d'aujourd'hui, ils peuvent avoir l'œil tendu vers les problèmes du peuple, ça nous réjouirait bien. Voilà pourquoi je voulais peut-être, en absence sûrement des compétences qu'il fallait, c'est-à-dire que les délégués du ministère des hydrocarbures, et en sa présence, enfin, peut-être qu'ils sont 2 ou 3, 4, j'ai vu ma femme, madame, je ne sais,
Mavungu Tikaï, excusez-moi d'avoir perdu votre nom, qu'il y ait quelques élus dans la salle. Nous avons une préoccupation qui nous traumatise depuis bientôt une dizaine d'années. Souvenez-vous qu'il en 2000, il a été pris une loi, quelque chose comme ça, il a été voté une loi qui instituait la redevance superficielle, à laquelle sont soumises toutes les entreprises qui exploitent en onshore. Oui, en onshore. Cette redevance concerne donc les installations, là où il y a les installations, les types et tout. Donc, cette redevance devait être payée au plus tard le 21 janvier de chaque année. Et les entreprises, ils sont soumises, elles payent. Je me rappelle, depuis ces états, on a eu des informations. Aujourd'hui, les entreprises payent. Sauf que jusqu'à présent, nous ne savons pas où va cet argent. Dans le décret, c'est un décret, il est dit que le tiers resterait au Trésor pour le compte de l'État et les 2 tiers reviendraient aux collectivités locales. Donc, des arrêtés devaient suivre pour faire la répartition. Qu'est-ce qu'on entend par collectivité locale? La préfecture, la sous-préfecture, les villages concernés. Où en sommes-nous? Vous, les élus locaux, qui allez là-bas pour aller faire la politique de vos partis politiques, au lieu de parler au nom des peuples, des gens qui vous élisent. Essayez de regarder, docteur Mamou, avec votre monde, où en est-on avec cette affaire de... Je serai là, ou qu'on aura quelqu'un pour rappeler rapidement ce que c'est le GPS. Je tiens en main un GPS, il en existe plusieurs types. Celui-là, c'est un des GPS, un des types de GPS qu'on a utilisé pendant cette opération. Le GPS, c'est quoi? C'est Global Positioning System. C'est un système de localisation ou de géolocalisation, c'est-à-dire plus simplement qu'à partir de cet outil, on peut avoir une information précise sur le point, sur la surface de la Terre où on se trouve. Ça veut dire quoi? Si je suis ici, ben là c'est couvert, donc je ne peux pas le faire. Mais si je suis à l'extérieur, donc pas de couverture au-dessus, je l'allume et j'enregistre le point. Alors, sur la surface de la Terre, la localisation de ce point est unique. Alors, j'aurai cette information-là qui va me permettre de représenter sur la carte, me contenter de cela. Maintenant, je voulais aussi très rapidement dire que il y a beaucoup de préoccupations qui ont été évoquées et je trouve que toutes sont légitimes. Et il y a certainement de la bonne foi dans la plupart des attitudes que j'ai entendues, mais ce n'est pas sûr que tous les acteurs sont de bonne foi. Je m'excuse de le dire, mais je souhaite qu'on tienne compte de cela. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas animé nécessairement du désir de bien faire ou de mieux faire. Il y en a malheureusement, c'est un procès d'intention, vous me le direz, mais c'est souvent le cas. Mais je l'évoque pour indiquer que dans le cas que nous avons essayé de présenter tout à l'heure, il faut bien noter que les problèmes que les communautés rencontrent, c'est des problèmes, comment dire, vitaux. C'est des problèmes, c'est pas tellement... c'est pas des choses dont on peut se passer. On ne peut pas se passer de manger, même si on travaille. Et qu'on a un grand-parent à la maison, au village, qui est resté au village. C'est-à-dire si on travaille en ville et qu'on a un grand-parent qui est resté en ville. Il a besoin de boire de l'eau, il a besoin de toutes les façons, on va y revenir rapidement. Donc, Brice. Plus loin. Oui, vas-y. Oui, après les cartes. Oui. Voilà ce qu'on en retire, enfin ce qui en sort et qui va malheureusement avoir beaucoup de problèmes sur les hommes et sur l'environnement, malheureusement. C'est-à-dire que en même temps qu'on a le brut ou le pétrole dont on a besoin, ou le gaz, ou n'importe quelle autre ressource, la potasse, l'uranium ou n'importe quoi, on a quand même ceci qui va rester, malheureusement, dans l'environnement où on a procédé à l'exploitation. On aura des rejets atmosphériques. Ceux qui sont dans les villages où il y a le pétrole, où il y a des torchères par exemple, vous arrivez à voir que en permanence, il y a quelque chose qui va dans l'atmosphère, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la seule chose qui est rejetée ainsi dans la nature. Mais je prends cet exemple pour le rendre plus simple à comprendre. Ensuite, il y a des rejets liquides. Parce que la plupart des process ou des processus se font avec de l'eau.
Et après avoir fait ce qu'on voulait faire, ça peut être avec un acide ou avec n'importe quelle autre substance qui permet de séparer ou de, je sais pas, de diluer. Bref, il y a pas mal de processus qui sont utilisés, des procédés pardon, qui sont utilisés pour séparer le minerai ou la partie enrichie ou riche qu'on veut obtenir de l'autre partie qui est inutile. Et donc, ce qui est inutile, malheureusement, il y aura ce rejet-là. Maintenant, il y a également des rejets solides. Ça, c'est surtout pour les mines et bien sûr pour le pétrole, bien sûr aussi. Des choses, des déchets qui vont rester, mais qui restent vraiment très présents, très visibles, très concrets. Mais il y a d'autres choses qu'on peut considérer comme des stériles, c'est-à-dire des choses qui, tout en restant débris, en restant des solides, sont des fines particules surtout, mais qui sont supposées avoir été retraitées avant de s'en séparer. C'était des choses qui ont été d'une certaine façon stérilisées, recyclées, retravaillées, etc. avant déversement. Pourtant, normalement, selon toutes les lois et conventions qui existent, tout ce qui précède aurait dû être soumis au même processus. C'est-à-dire qu'à la sortie d'usine, si ça doit être rejeté dans l'environnement, on doit avoir quelque chose de neutre qui ne puisse pas modifier les conditions biophysiques de l'espace où c'est envoyé. Donc, aussi, ici en République du Congo, comme dans les autres États, voilà à peu près les conditions, le contexte juridique dans lequel l'exploitation se fait, malheureusement. N'importe qui peut devenir propriétaire, ce qui est normal, dans notre cas aussi comme dans celui dans lequel on se trouve. Et il n'y a pas de restriction sur les rapatriements, c'est-à-dire si tu fais ton affaire et que ça marche, tu as besoin d'envoyer tes bénéfices n'importe où. En général, dans nos pays, ça ne pose pas de problème. Évidemment, ce n'est pas comme ça partout dans le monde. Et puis, il y a la plupart du temps, pour stimuler les investissements, etc., on va procéder à ces restrictions, ces réductions substantielles sur les taxes pour permettre à l'opérateur d'avoir la volonté ou de s'impliquer plus profondément dans l'opération. Et également, on garantit à ces opérateurs la profitabilité. On leur dit, tenez, vous avez la possibilité de travailler de cette façon-là pour que vos affaires, à travers toutes les mesures que j'ai indiquées plus haut, notamment la suppression des taxes douanières, de tout ce qui est fiscal, etc., pour aider l'opérateur, au moins pour le lancement, à le faire plus facilement. Et puis, il y a les fameuses clauses de confidentialité ou de stabilité du régime fiscal, etc., qui sont également des éléments qui sont utilisés très souvent pour inciter les producteurs, les exploitants à se mettre en action dans le contexte du pays où ils travaillent, notamment ici au Congo. Et je ne vous cache pas que c'est en général la situation de tous les États de la sous-région. Tous les États sont très très ouverts à promouvoir de nouveaux investissements. Et je trouve que c'est justice parce que quelqu'un l'a d'ailleurs dit que nos États sont pauvres économiquement et ont des ressources naturelles qu'il faut valoriser pour essayer justement de se faire un peu de cru. C'est tout à fait justifié. Mais seulement, je pense que il doit avoir de la mesure dans ces choses. Ah d'accord, ok. Ok, très bien. Donc, je vais continuer en disant qu'en dehors de ce que je dis, qui est un peu le cadre dans lequel ces opérations se font, il faut noter quand même que sur le plan international, il y a un contexte global. Et malheureusement, on n'a pas la batterie là pour... Donc, j'allais dire, et qui permettent notamment à l'État qui est engagé dans une opération comme celle dont on a parlé, de bénéficier, enfin de faciliter l'exploitation en respectant un certain nombre de standards, de normes, etc. Et
L'atelier de ce matin portait exclusivement sur la restitution de la cartographie participative que nous avions réalisée dans les zones de Inda et de Ngeno. Il s'agit d'une cartographie participative réalisée par les communautés elles-mêmes pour montrer comment les communautés, les compagnies utilisent le terroir sur lequel se déroulent et les activités industrielles et les activités communautaires. Et pourquoi vous appelez ça carte participative? Cartographie participative parce qu'elle a été réalisée par les populations elles-mêmes. Nous n'avions apporté qu'un appui technique et un accompagnement. En ce sens que les populations étaient formées à l'utilisation du GPS. Ce sont les populations elles-mêmes qui ont décidé de représenter ce qu'elles ont représenté, donc les choses qu'elles jugent utiles pour leur vie dans la communauté, donc les écoles, les hôpitaux, les terrains pour l'agriculture, les sources d'eau pour la pêche et pour la consommation. Donc ce sont les populations elles-mêmes qui ont décidé de réaliser ces cartes, de noter les différents points qui devraient être réalisés, qui devraient figurer sur la carte. C'est en ce sens qu'elle est participative, parce que ce n'est pas une carte qui a été réalisée dans un bureau d'études ou dans un bureau quelconque, mais ça a été réalisé par les communautés elles-mêmes. En fait, l'intérêt de ces cartes-là, c'est quoi? Mais l'intérêt, c'est évidemment de montrer quelle est l'occupation du terrain, aussi bien par les activités industrielles, par les activités des communautés. Prenons l'exemple des sources d'eau. Les compagnies utilisent les sources d'eau pour l'exploitation pétrolière, mais ces mêmes sources d'eau sont utilisées par les communautés pour le ruissage du manioc, pour l'eau de consommation. Et donc, on se retrouve avec une seule source d'eau et plusieurs acteurs intervenant sur la même source. Pour les communautés, ils ont été les premiers à utiliser la source. Pour la compagnie, elle a eu un permis pour venir faire de l'exploitation. Donc, de facto, elle a le droit d'utiliser la source d'eau. Mais les conflits ne manquent pas entre les deux acteurs. Donc, le premier acteur qui était la communauté qui estime que la source d'eau appartient exclusivement à la communauté et la compagnie qui arrive avec un titre de l'État qui l'autorise à mener des activités industrielles. Et donc, forcément, pour l'utilisation, par exemple, de la source d'eau, les deux acteurs vont entrer en conflit. Donc l'intérêt de la carte, c'est de montrer quels sont les différents conflits qui peuvent naître à partir de l'utilisation de plusieurs sources, pas seulement sources d'eau, mais aussi la terre, ainsi de suite, et puis voir dans quelle mesure on peut avancer pour discuter, échanger autour des problèmes suscités. Merci.